Bonsoir et bienvenue à votre bulletin d'information. On commence avec des faits divers. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été tenus en haleine de nombreuses heures à Rapide Danseur alors qu'une dame désorganisée s'est barricadée dans sa résidence hier vers 17h30. Un périmètre de sécurité a été érigé aux alentours et groupe tactique d'intervention a été appelé à se rendre sur les lieux afin que la situation ne prenne pas plus d'ampleur. Après plusieurs approches infructueuses avec la dame, c'est vers 13h cet après-midi que les policiers ont réussi à rentrer à l'intérieur de sa demeure et ont procédé à son arrestation. Aucune personne n'a été blessée. La dame a été transportée au centre hospitalier et devra comparaître devant le tribunal puisque son dossier a été soumis au DPCP. Et parlons d'économie. C'est une année difficile pour les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue sur le plan des faillites. Et Alexandre, le gouvernement canadien a récemment dévoilé les données du nombre de faillites dans la région. Absolument, Kimberly. Vous allez voir sur le tableau, jusqu'à maintenant cette année, 23 entreprises de la région ont déclaré faillite, dont 11 seulement au dernier trimestre, soit de juillet à septembre. À titre de comparaison, l'an dernier, le nombre de faillites pour l'année totale s'élevait à 17. La hausse est toutefois à prendre avec un grain de sel. Si on compare aux chiffres pré-pandémiques, on est présentement en dessous de ces chiffres, donc moins de faillites des entreprises et moins de faillites personnelles, soit dit en passant. Il y a évidemment plusieurs causes qui pourraient expliquer la hausse, mais selon le syndic autorisé en insolvabilité, Pierre-Paul Lacasse, les entreprises peinent surtout à rembourser leurs dettes. On peut les écouter. On vient de pogner une coche et là, on le sent. Je m'attends à ce que ça continue quand même d'augmenter un petit peu. On intervient souvent, c'est les gens qui sont rentables au niveau opérationnel, donc les revenus moins les dépenses, mais ils ne deviennent pas rentables si on prend le fardeau de la dette, parce que les entreprises sont trop endettées. Donc, il y a aussi tous les prêts gouvernementaux. Hein. Ça a mis une pression. Oui, ça a aidé certaines entreprises, mais ça a mis une pression aussi là, à ce moment-ci de l'année là, sur le remboursement de ces prêts-là. Alors, c'est clair que ça peut avoir un impact. Alexandre, le gouvernement avait octroyé des prêts de 60 000 $ aux entreprises au plus fort de la pandémie. Donc, le remboursement de cette somme joue quand même un rôle dans les hausses des faillites. Oui, c'est ce que semblent dire les intervenants. Et le gouvernement refuse pour le moment de prolonger l'échéance de ce prêt qui est dû d'ici la fin 2023. Selon les intervenants rencontrés, prolonger l'échéance du prêt ne ferait que retarder le problème sans réellement le régler. Le vrai problème se situerait plutôt au niveau de la gestion des finances des entreprises. La majorité des entreprises, le problème principal, le 80 je dirais, des entreprises qui déposent un bilan chez nous, c'est la gestion financière, le problème. 60 des faillites au Canada étant au Québec. Dans le cadre de la pandémie, on a adopté des habitudes d'achat en ligne qui n'aidaient pas beaucoup nos commerces locaux. Si on n'en veut pas davantage des faillites, il faut penser d'abord local pour faire nos courses. Quant à eux, le taux de faillite personnelle demeure pour le moment sous les taux d'avant la pandémie. On parle d'autour de 600 dossiers dans les 12 derniers mois pour la région. Mais encore là, les intervenants du milieu s'attendent à voir ce nombre augmenter dans les prochaines années. Parfait. Merci, Alexandre. Au plaisir. Parlons maintenant à Amos. Du côté d'Amos, oui, l'accueil d'Amos annonce une rupture importante de leur service par voie de communiqué. Le service d'hébergement d'urgence va être disponible une semaine sur 2 seulement à partir du 16 novembre. Pour le dépannage alimentaire, une rupture de service est prévue dès le 30 novembre prochain. De plus, si d'autres employés quittent, il se peut que l'organisation devance les dates. La rupture est en raison du manque de bras et cette situation est particulièrement criante depuis 2 ans. Et maintenant, dans le dossier de la qualité de l'air, du 16 mars au 15 septembre, la fonderie Horn a enregistré une moyenne de 56,5 nanogrammes par mètre cube d'arsenic dans l'air à la station légale ALT SP1. Bien que les données représentent 19 fois la norme québécoise d'émission d'arsenic, Glencore se dit satisfait des résultats qui, selon l'entreprise, suivent la tendance à la baisse prévue dans leur modélisation. D'ici la fin de l'année, Glencore vise une concentration d'arsenic en air ambiant de 65 nanogrammes par cube. Dans un tout autre sujet, un guide d'accompagnement socio-judiciaire des membres des Premières Nations et des Inuits est maintenant disponible. C'est le réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels qui l'a dévoilé hier matin. Le guide vise à outiller le réseau des CAVAC pour mieux soutenir culturellement les membres des Premières Nations qui doivent en fait témoigner dans une cause devant la cour criminelle. C'est un nouvel outil qui semble être bien reçu par les communautés autochtones de la région.
J'ai trouvé ça vraiment super que boire le Cavac qui cuit bien, peut s'adapter à notre culture. On sent aussi dans l'annonce qui a été faite hier vraiment une volonté d'adapter les services et de les rendre sécurisants culturellement, qui est une approche qu'on favorise grandement au Centre d'amitié. Donc, c'est clair qu'on pense que c'est un guide qui a beaucoup de potentiel. Et c'était la première semaine de travail dans son nouveau rôle de directrice générale du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda pour Anne-Frédérique Carsanti. Pour cette occasion, j'ai eu l'opportunité de lui parler aujourd'hui pour connaître ses priorités. Félicitations pour votre nouveau poste. Donc, justement, c'est la première semaine. Comment ça se déroule jusqu'à présent? Merci. Ça se déroule très bien. En fait, on a déjà commencé à avoir les deux mains sur le terrain. On commence déjà à travailler avec toutes les équipes. Et comme j'étais habituée quand même de travailler avec les équipes de direction et les équipes écoles, je ne suis pas inconnue non plus. En termes d'objectifs, c'est quoi que vous pensiez attaquer en premier? Bien, c'est sûr que nous, on va s'attaquer à la réussite éducative des élèves. Et j'en avais déjà parlé. Moi, c'est la réussite différenciée parce qu'on veut atteindre un taux de diplomation élevé. Mais il y a toutes sortes de parcours et toutes sortes de façons d'y arriver. Donc, pour nous, c'est important que tous les élèves y voient leur potentiel et leur aspiration. Est-ce qu'il y a aussi des objectifs à plus long terme? On a évidemment on a tout ce qui est l'insertion professionnelle dans un contexte de pénurie. C'est sûr que nous, on veut bien accueillir nos employés, on veut qu'ils restent, on veut qu'ils demeurent. Un autre morceau qu'on veut, c'est revaloriser l'éducation. Au centre de la communauté, on est quand même le 3e plus gros employeur. Un milieu éducatif, on veut que ce soit un milieu qui rayonne dans sa communauté. Ça fait que ça, c'est un autre objectif qui me tient à cœur. Et cette ouverture de poste arrive à un bon moment pour vous. Est-ce que vous sentiez prête à prendre ce rôle-là? Oui, ça fait quand même depuis 1992 que je suis en éducation. Donc, oui, je travaille dans le centre et j'étais direction des services éducatifs. Donc, c'est vraiment un cheminement avec une expérience en arrière de moi qui fait en sorte que j'ai pris le poste. Et la transition, c'est très bien fait. Il est toujours présent pour m'accompagner si j'ai des questions, s'il y a des comités sur lesquels je n'étais pas au courant. J'ai eu l'information, donc la transition se fait tout en douceur. Merci beaucoup pour cette entrevue. Et c'est demain que commence la 5e édition de l'événement 15-2 au complexe culturel Marcel Monette de Val-d'Or. Le grand rassemblement ludique est initié par le service culturel de la ville de Val-d'Or. Patrick Sénécal sera au programme à titre de porte-parole pour une séance de signature et pendant 3 jours, des joueurs passionnés seront sur place toute la durée des festivités. Les Huskies de Rouyn-Noranda brillent dans une victoire de 4-1 contre les Remparts hier soir à Québec. Malgré un but en milieu de première période des Remparts, la Meute ne s'est pas laissée imposer et ensuite marqué 4 filets sans riposte. Les hommes de Martin Dagenet ont tiré 51 fois sur le gardien adverse contre 16 pour les Remparts. Dans la victoire, les 2 anciens des Remparts, le défenseur Jérémy Langlois et le gardien William Rousseau, se sont tous les deux respectivement vus décerner la première et la 3e étoile de la rencontre. Le prochain match des Huskies sera présenté ce vendredi à Rimouski face à l'Océanique. À la météo pour ce soir et cette nuit, on prévoit quelques centimètres de neige en Abitibi avec un minimum de moins 3 degrés. Au Témiscamingue, c'est de la faible neige mêlée avec de la pluie. Le minimum sera de moins 2 degrés. Demain, il y aura des averses de neige, surtout en matinée du côté de l'Abitibi avec un maximum de moins 1 degré. Et c'est à peu près le même scénario au Témiscamingue. Samedi, pour l'ensemble de la région, ce sera nuageux avec un minimum de moins 2 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Yvon Moreau reprendra la barre du bulletin dès demain. Je vous souhaite une excellente soirée.